Bonjour, bienvenue sur la cour commune de ce jeudi. Vous le savez, les jeudis, nous parlons environnement. Et aujourd'hui, c'est vrai que la situation des changements climatiques nous intéresse toujours et toujours, mais nous l'allions aujourd'hui donc à l'agriculture. Comment est-ce qu'il faut s'adapter? L'agriculture face au changement climatique, c'est donc la thématique de ce jeudi. Des invités sont attendus en plateau, mais en attendant, je suis avec Didier Hubert, Madafimé. Bonjour Didier Hubert. Bonjour chers collègues. Comment est-ce que vous allez? Oui, très bien. D'accord, merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Vous êtes journaliste, expert en gestion des risques et catastrophes. Voilà. Alors, en dehors de vous, comme je le disais, d'autres sont attendus sur le plateau. Nous allons les inviter tout à l'heure. Donc, mais en attendant, je voudrais quand même vous demander, Didier Hubert, Madafimé, les changements climatiques, comment est-ce que vous les ressentez, vous? En fait, il y a beaucoup de choses qui font que on a l'impression que le monde ne tourne plus rond. Ces derniers temps, il fait excessivement chaud. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Il y a quelques temps, ou depuis quelques temps, surtout en 2010, on a connu une inondation impressionnante. Oui. Il y a eu à peu près 46 morts, en plus des dégâts qui ont avoisiné les milliards. Près de plus de 100 milliards, j'espère. Donc il y a un certain nombre de phénomènes qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus nier l'évidence. D'abord, sur le plan international, il y a eu au départ quelques soucis autour du consensus qui doit être organisé autour de la question des changements climatiques. Mais tout le monde convient aujourd'hui que le phénomène est là. Il faut la gérer, il faut le gérer maintenant. Il faut le gérer, voilà. Absolument. Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons faire une petite pause pour installer notre invité. Donc, retour sur ce plateau. Nous avons Max Sewaï qui nous a rejoint. Bonjour, monsieur Sewaï. Bonjour, madame. Comment portez-vous? Très bien, et vous-même? Oui, ça va. On remercie Dieu. Merci donc d'être avec nous ce matin. Vous êtes ingénieur agronome. Également, Diane Onioche, bonjour. Bonjour, Pouinel. Bonjour à tous. Vous allez bien également ce matin? Je vais très bien, merci. D'accord. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous parlons de l'agriculture face au changement climatique. Max Sewaï, oui. Nous parlons toujours des changements climatiques parce que la situation inquiète tout le monde. Oui. Alors pour vous, comment est-ce que vous les ressentez, ces changements? Non, et vous savez, c'est prévisible. Parce que l'homme a commencé par détruire ce que Dieu a installé. En ce temps, il doit y avoir changement climatique. Donc ça, nous les agronomes, là, on s'attend. C'était prévisible. C'était prévisible. Parce que pourtant, rien n'a été fait pour... Beaucoup de choses. D'accord. Vous allez donc le dire tout à l'heure. Oui. Didier Hubert, Madame Fumé, Diane nous le disait un peu plus tôt, il y a un instant, donc, la chaleur, inondation et autres. Est-ce que vous ressentez autre chose? La chaleur, inondation, à part ça, non. C'est la chaleur, ce que je ressens le plus de mon côté, peut-être d'autres domaines, parce que l'inondation, il faut peut-être sortir avant de constater qu'il y a inondation dans ma zone. Moi, je ne constate pas trop ça. Mais la chaleur, c'en est de trop parfois. Quand il fait chaud, même quand vous allumez votre ventilo, vous ne sentez pas l'effet. Voilà. On ne veut même plus rester dehors, finalement. Alors que normalement, dehors, il devrait y avoir de l'air frais et tout ça. Alors, Didier, Madame Fumé, quels sont les facteurs donc, qui influencent ce climat-là? Il y a beaucoup de choses. Il y a, comme Cyril a dit, les activités humaines. Parce que à partir d'un certain moment donné, on a déréglé le système climatique. Ensuite, il y a le changement climatique. D'abord, c'est un phénomène naturel. Le climat change naturellement. Ce sont les activités des hommes qui ont amplifié l'ampleur. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui ont commencé par perturber le système climatique. On note également la destruction de nos
couvert végétal. Les espaces verts, oui. Nos espaces verts sont détruits. Donc il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à la destruction du système climatique qui nous a conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc il y a un travail à faire pour que nous puissions nous adapter à la nouvelle donne. Absolument. Alors, c'est ça, oui. Et si je savais que Didier Madapma était invité, j'allais dire, bon, il connaît tout ce que je vais dire. Parce que... Il y a toujours un Moi, je ne suis pas un agronome. Je suis forme les agronomes. Je ne suis pas agronome, mais il forme les agronomes. Eh bien, ce qu'il vient de dire, c'est réel. Parce que nous, les agronomes, nous avions beaucoup fait pour que ce changement n'arrive pas. Est-ce que vous voyez? Et premier pas, vous êtes dans un quartier qu'on appelle la Tinkamé. Actuellement, Tinkamé n'existe plus, ça devient béton quand même. Bégamé, c'est un quartier qu'on appelle Bégamé. Bégagamé, haute herbe. Ça veut dire haute herbe. Est-ce que vous voyez? Et Kadjeon là, c'était la forêt de d'Iroko. Hein? Et puis les Saviens venaient vendre sous l'arbre là. Et ils disent, venez manger Kadjeon. Est-ce que vous voyez, quand les gens descendent du train, et ils disent, bon, venez manger Kadjeon, d'où le nom Kadjeon. Sinon, c'est Azalokono, c'est les Azar qui étaient là, dans le quartier. Est-ce que vous voyez? Donc, et pour plus évoluer, et l'histoire a témoigné que nous devons avoir des forêts sacrées. Est-ce que vous voyez? Les forêts de Olo, chaque fétiche avait sa forêt. Les autres forêts étaient venus aussi pour enchérir ce que les anciens faisaient. Ça veut dire qu'il y a des forêts protégées. Mais aujourd'hui, maintenant, toutes ces forêts sont parties. Moi, j'ai fait génie rural. Génie rural, on a identifié les zones agricoles. Et on a dit, il y a zone numéro 1, zone numéro 2, tout ça là, c'est identifié. Et on a tenu compte du climat de chaque zone avant d'identifier. D'accord. On a tenu compte du climat, le sol et la végétation avant d'identifier ces zones. Et puis, l'État a tellement investi pour faire des retenues d'eau. Moi, j'ai fait génie rural, j'ai fait des retenues d'eau en pagaille. Les paysans, les producteurs ne s'occupent pas de ça. On va évoluer. Très bien. Alors, je note quand même que déjà Cotonou certains quartiers étaient remplis d'arbres. Aujourd'hui, avec, disons, l'évolution de l'homme et puis la démographie également qui ayant évolué, nous sommes beaucoup plus installés et donc forcément, ça a impacté notre environnement direct donc sur les arbres et tout. Alors, Monsieur Serwaï disait tout à l'heure que beaucoup de choses avaient été faites pour que cela n'arrive pas. Est-ce que vous en avez eu? Parce que moi, je me demande quoi. Non, en fait, quand on reste à notre échelle, comme il a dit, il y avait quand même une certaine verdure à Cotonou ou un peu partout. Surtout que le Bénin n'est pas un pays de forêt. Il y avait quand même une certaine verdure, comme il a rappelé tantôt. En fait, le problème ne dépend pas tellement de nous, parce que nous, on n'a pas eu un développement qui a permis de détruire le système climatique. Ce sont les pays développés, ceux qui se sont développés, qui ont conduit à cette situation, les États-Unis en tête, puis les autres aujourd'hui, la Chine et tous les autres. Donc ce sont ces pays qui ont eu quand même qui ont eu des industries, qui ont exploité les gisements, le pétrole et tout ça là. Ce sont ceux-là qui au départ ont commencé par polluer l'atmosphère, qui nous a conduit à cette situation. Bon, quand vous prenez par exemple l'Afrique tout entière, nous sommes à 4% de pollution. Donc quand vous prenez 4% de pollution pour les 52 pays, et quand vous prenez le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud, ce sont les gros pollueurs en Afrique. Donc nous, on n'a pas un niveau de pollution élevé, mais de toutes les façons, on a notre part de responsabilité. Et on a notre part de responsabilité. On a commencé aussi par
détruire les forêts et autres, pas poser des actes qui ont conduit aussi à ce réchauffement climatique. Parce que quand vous regardez un peu les gaz à effet de serre, le CO2 par exemple, c'est le transport qui occasionne ce CO2 là. Donc vous avez les francs au revoir que nous utilisons ici. Il y a le méthane. La France au revoir, c'est-à-dire les véhicules, que nous deuxième utilisons main, ici. oui. Il y a également le méthane. Le méthane, c'est en fait les déchets qui sont anaérobies, enfin les déchets qui n'ont pas de contact avec l'air. Ce sont ces déchets-là qui créent le méthane, qui est un gaz assez dangereux. Il y a aussi les gaz fluorés. Quand on parle de gaz fluorés, ce sont, par exemple, le CFC, le chlorofluorocarbone, un gaz qui permet à nos frigos de fonctionner, ou le HCFC, l'hydrochlorofluorocarbone, qui permet de faire fonctionner la climatisation. Et puis il y a les autres, le bromure de méthyle, ces gaz-là qui permettent de faire convoyer, par exemple, les graines de coton et autres. Donc tous ces gaz-là qui ont formé une grande concentration dans l'atmosphère ont réussi à perturber le climat. Donc nous, on n'est pas, à notre petite échelle, on n'est pas mais trop... on subit. Oui, on est obligé, puisque l'atmosphère, elle est unique. C'est ça. Le ciel est On n'a le pas même séparé pour tout le le ciel monde. pour le Bénin et pour Donc autres. les actes que les gens posent ailleurs, nous ressentons les effets ici. Voilà. Néanmoins, nous avons... Oui, Je veux quand même demander, est-ce que si je comprends bien, déjà la pollution sonore favorise cela, et comment est-ce que ça peut favoriser cela? Comment est-ce que ça peut permettre de changer le climat en quelque sorte? En fait, normalement, la Terre, sans les gaz à effet de serre, devrait être à moins 18 degrés. Donc impossible de vivre sur une Terre comme ça. Donc il y a les gaz naturels, les gaz à effet de serre naturels qui permettent de monter la température jusqu'à 15 degrés. Normalement, la Terre devrait être autour de 15 degrés. Bon, et ces gaz-là, ce sont des gaz naturels qui font ce travail-là. À un moment donné, on a commencé par faire fonctionner les usines et autres, au point où on a créé les gaz artificiels qui ont augmenté l'autre gaz et qui ont fait que la température a augmenté. Voilà, c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a les gaz naturels qui permettent aux hommes de vivre sur la Terre autour de 15 degrés. Et puis, quand on a commencé par chercher le confort et tout, on a commencé par à rouler à moto. À moto, en voiture, les trains et autres. Bon, moi, au départ, je ne suis pas contre, puisque si les gens n'ont pas pu construire l'avion, comment peut-on se déplacer? C'est ça. En fait, le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'entre le confort et ce que nous vivons aujourd'hui, je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits pour que nous ayons au moins le minimum pour nous déplacer et tout. Mais à un moment donné où on a constaté que la situation est un peu catastrophique à partir de ce que nous avons posé comme acte, on devrait quand même avoir la décence de commencer par voir comment il faut régler pour que le monde se porte mieux. C'est à ce niveau-là que moi je suis contre les pays développés qui ne comprennent pas l'urgence de la situation. Mais alors, quand je vois un peu votre développement, c'est vrai que l'homme, quand même, a tendance à chercher tout le temps son confort, à essayer de créer, d'évoluer pour, disons, se faciliter la vie, un tant soit peu. On peut carrément dire que cette situation, quelle que soit la manière dont les choses auraient évolué, finalement, on n'aurait pas pu faire quelque chose, quoi. Non, ça aurait eu des effets, certes. Des effets. Mais à un moment donné, parce que c'est pas... À un moment donné, il y a des alertes. Les gens commençaient par donner des alertes. Il y a eu un certain nombre
de réunions et autres qui ont commencé par attirer l'attention des gens. Il y a eu des ONG qui ont commencé par attirer l'attention. Je crois qu'à partir de ce moment, on devrait quand même pouvoir être... Mais il y a quand même plusieurs rencontres sur l'environnement. Oui, déjà en 1988, 87-88, il y a eu le rapport qu'on appelle Notre avenir à tous, qui a été commandé par le secrétaire général des Nations Unies à l'époque. Et le rapport a montré que nous sommes en train d'aller dans le mur. Je me dis, et c'est après ce rapport-là, il y a eu la réunion de 1992 à Rio de Janeiro, où on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui les conventions de Rio, c'est-à-dire la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la convention sur la biodiversité et la convention des Nations Unies sur la désertification. Je crois que cette alerte aurait permis déjà de commencer par faire attention, mais ça n'a pas été ça. Et puis on a commencé les réunions, les conférences sur les changements climatiques. Je crois qu'on est à 26. Oui, comme la COP26. La COP26. Exactement, qui est en cours actuellement. Alors, M. Seraï. Oui, bon, tu veux poser une question? Oui, je voulais en fait vous demander. C'est vrai, vous êtes ingénieur agronome. Oui. Disons, les cultivateurs ont besoin de ces saisons. Avant, les saisons étaient connues de tous. On les apprenait même à l'école. On sait que à telle période, de telle période à telle période, c'est la saison sèche, la saison pluvieuse, la petite, la grande et autres. Oui, bon. Et pour commencer, je vous ai déjà dit que nous avions pris des dispositions. Oui. Et nous savons que ça va arriver. Parce que tout ce que M. Didier et Mme viennent de citer, c'est évolution démographique. C'est ça. On ne peut pas évoluer et marcher d'ici pour aller en Europe. Tout le monde doit prendre l'avion. Eh bien, le train est arrivé, le premier train qui était arrivé, c'était à vapeur. Mais progressivement, ça devient carburant. Et si on veut maintenant, on va faire train et panneaux solaires même. Ça évolue, ça vient. Il y a des véhicules déjà à panneaux solaires. Oui. Donc il faut qu'on évolue. Mais pour cela, nous, on avait déjà mis de garde-fous agriculture. Et on a fait des retenues d'eau. Je vous ai dit, on a fait des retenues d'eau. Oui. On a lutté pour faire des galeries de forêt. Parce que tout ce qu'il est en train de citer, quand ça vient en Afrique, c'est amorti par les forêts. Parce qu'il y a des arbres, par exemple, tout ce qu'il a cité, si on ne détruisait pas ces arbres, ça peut absorber par système, par ces gaz. Mais on les a tous détruits. Et on continue de dire, plantons. En ville, on est en train d'instaurer maintenant espace vert. Rêve vivre, on a dit rêve vivre et non rêve en béton. Et le projet a été rédigé, normalement toutes les clôtures de la rêve doivent être en plante, en rêve. Et on a apporté beaucoup des essences forestières dans ce pays pour lutter contre ça. Donc tout ce qu'il a cité, ça doit venir, c'est obligé. Par exemple, on évolue. Mais si on n'évoluait pas, les gaz que l'homme fait sortir par jour, là, c'est trop. Et vous voyez. Donc, maintenant, tout ce qu'il a cité, comment on va faire? C'est la question aujourd'hui, ça. Comment on va faire? Et ce comment on va faire là, ça dépend de nous. Parce que on a mis devant pour détruire tout le monde, c'est la bouche, le ventre. Et on veut remplir notre ventre et on court pour détruire. Nous, par exemple, tout d'abord, on a fait tout possible pour savoir que chaque zone, on doit produire telle chose. Et il y a zone agricole. Nous avons 8 zones agricoles dans notre pays. D'accord, laquelle par exemple? 8 zones agricoles. Première zone commence par la côte. À la côte, ce que tu vas planter au niveau de sable, ça existe. Au niveau de sable, ça existe. Après zone côtière, il y a seconde zone qui est zone de bas-fond. Donc, après grand propos et consort, après Sémé, il y a Sémé Poudia qui commence là, il y a bas-fond. Vaudier, là, c'était grand bas-fond. Normalement, on doit canaliser toutes les eaux de Cotonou vers Vaudier. Voilà. Donc, c'est classé. Après Vaudier, on trouve la terre rouge. À partir de Caravi, c'est Porte-Nouveau jusqu'à la hauteur de Casserolo. C'est la troisième zone agricole de notre pays. Et de l'autre côté, on a la Lama. À partir de Wedo jusqu'à Serrouet, c'est la Lama.
Donc, chaque zone avec sa production. À part de Kasserolo jusqu'à la hauteur de Bassel Consort, il y a une zone. Après, Kandi et Karimama, il y a une zone. Et donc, ça fait 8 zones agricoles dans notre pays. Et chaque zone a sa production. Et on a tenu compte du climat de chaque zone, climat, sol, végétation, avant de créer les zones. Donc, si tu es agriculteur, producteur, tu dois connaître ces zones-là. Ces zones. Tu ne peux pas planter cocotier, par exemple, à Nantitingou, pour que tu veux récolter beaucoup de choses. Donc, il faut aller vers la côte. Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas planter avocat est à côté de la mer, pour que tu veux récolter. Il faut aller vers la lama, un truc comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque zone, on a déterminé. Et en plus de ça, maintenant, on a construit des retenues d'eau. Les barrages qu'on a construits dans ce pays, le ministre de l'Agriculture est là, c'est un agronome, on a travaillé ensemble, on a construit des choses, on a fait des choses ensemble. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nos producteurs, moi j'ai fait un bas-fond de près de 50 milliards, quelque chose comme ça. Un jour, j'étais parti sur ce bas-fond qu'on doit faire le riz. Un paysan tient sa roue pour dire, il a détruit tout ce qu'on a construit comme diguette pour dire en train de chercher là. Mais c'est des choses qui découragent. Est-ce que vous voyez? C'est oui. Et bon, est-ce que vous voyez? Donc, on doit associer les producteurs. On a sélectionné même de maïs. Il pleut. Lorsque la pluie a commencé, cette année maintenant, la pluie décale, c'est petite saison est devenue longue saison. Oui. Mais j'ai dit de continuer à planter seulement manioc. Mettez manioc en terre. Mais si vous ne mangez pas tubercule, vous allez manger au moins ses feuilles. Oui. Donc, il faut suivre le rythme, l'évolution de la nature. On ne peut rien. La nature doit changer. Et madame? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. En fait, la saison des pluies avant était étalée dans le temps et dans l'espace. Oui. Donc, et quand il pleut, il faut le soleil. Quand il pleut, il faut le soleil pour que la culture puisse croître. Bon, à un moment donné, avec le réchauffement climatique, le système a commencé par se dérégler. Le paysan, au départ, après son champ, il attend la pluie, soit la pluie n'arrive pas, ou bien la pluie arrive une fois, il court, il sème, et puis après il y a une petite saison qui s'installe et le maïs où tout est détruit. Il y a un glissement de saison, comme il a dit, on n'a plus de petite saison, on n'a plus ça arrive. Mais monsieur vient de dire que le paysan sème. Actuellement, il faut que l'agriculture soit industrielle, moderne. On a fait les retenues d'eau, les barrages. Quand il sème, il n'a pas plu, il n'a qu'à arroser. Oui, il faut irriguer. Oui, c'est vrai qu'il faut semer, il ne faut pas attendre la pluie pour pouvoir... On est déjà grand. Non, en fait, c'est plus jardin d'Éden. Le gros problème, c'est quoi? C'est que si jusqu'à ce matin, les paysans ne continuent pas à labourer avec la roue, c'est qu'il y a un petit souci. Donc, on devrait moderniser l'agriculture, mais c'est souvent dans les papiers qu'on le fait. Donc, les paysans ont commencé par avoir des problèmes. Ils ne connaissent plus la période où il faut commencer, il faut semer. Ils ne savent plus à quel moment la pluie va arriver, la saison des pluies va commencer. Et puis, ça a commencé par perturber sérieusement l'agriculture. Et l'agriculture vient en deuxième position des secteurs affectés par les changements climatiques. Oh oui, donc on a besoin de refaire un peu, de reformer de repenser un peu les choses. Notre agriculture. Souvent, ce sont les gens, les agronomes, qui déterminent à quel moment il faut semer, à quel moment il faut... De toutes les façons, il y a un problème aujourd'hui. Et moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est peut-être de voir avec les paysans. C'est là où il y a un gros travail à faire. Voir tout autour, qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Parce que sinon, le Bénin est agricole. Si on ne produit pas, ça agit sur notre alimentation. Oui, notre alimentation et tout. Notre santé. Donc, il y a un travail à faire pour que l'agriculture se porte bien. Très bien. Alors, Monsieur Sewayi, tout à l'heure, vous aviez dit que la dernière fois, vous étiez allé quelque part pour voir sur le terrain. Je me passais à ménager pour faire le riz. J'ai vu que le barrage. Alors, finalement, moi, je voudrais quand même bien savoir sur tous les barrages
sur lesquels vous avez travaillé quand même, bon, il y en a quand même qui ont résisté dans le temps, qui sont restés dans le temps. Oui. Ok. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rassurer un peu à Non, ce niveau? et M. Didier Bandafin vient de souligner qu'on doit réorganiser la structure agricole. Mais on a tellement de matière pour faire ce qu'il est en train de dire. Hein? On fait études de milieu et on fait la vulgarisation, tout ça, formation, vulgarisation, tout ça, là, on fait pour les paysans. Et vous voyez, c'est que l'homme, comme le fond le dit, hein, le fond a su trouver un bon nom pour l'homme. Béto. Celui qui dit oui, et tout à l'heure il dit non. C'est ça qu'on appelle béto, quoi. Lui, il est là pour refuser ce qu'il a dit oui tout à l'heure. Hein? Donc, on va faire ce qu'il est en train de dire, c'est réel. On fait la formation. On fait la vulgarisation. Quand un produit sort, on fait la vulgarisation avant de mettre sur le marché. Vous voyez. On a sélectionné des semences à cycle court. Hein? On a fait des retenues d'eau. Qu'est-ce qu'il manque encore? C'est lui, comme il est chargé de choses là, de communication. Oui. C'est à lui de nous orienter maintenant pour des thèmes. Voilà. Alors, bon. Non, en fait, à un moment donné, le PNUD a aidé le Bénin à mettre en place ce qu'on appelle le PANA, Oui. le plan d'action national aux fins d'adaptation. Donc, le premier souci, c'est avoir, comme il a dit, des semences à cycle court. Et en complicité avec la recherche, parce que le premier travail qui a été fait, quand vous plantez le maïs, avant c'est 120 jours pour être récolté. Bon, il y a un travail qui a été fait, c'est ramené à 90 jours. 60 à 45 jours. Moi, je pense que si on peut travailler suffisamment pour que quand on plante le maïs, qu'on puisse le récolter les 45 jours après, je crois qu'on pourra un peu régler la question liée au changement climatique, la question d'eau et autres. Donc, pouvoir avoir en plus les itinéraires techniques, les techniques culturelles, améliorer tout ça. Si on améliore tout ça, on va permettre aux paysans de faire son travail, de vivre de son travail et de nous permettre aussi de manger. Il ne faut pas qu'on reste affamé. Et pour le pays, comme nous sommes un pays agricole, que nous puissions nous développer à partir de là aussi. Voilà. Très bien. Alors, je voudrais que vous reveniez un peu plus tôt. Vous avez parlé de beaucoup de rapports il y a un instant, des conventions de Rio et autres. Quels sont les éléments réellement à retenir de ces documents-là et qui devraient nous inquiéter? Non, en fait, ces documents, la plupart du temps, ont attiré l'attention. Quand vous prenez le rapport Notre avenir à tous, la dame qui a rédigé le rapport a dit attention, on est en train d'aller dans le mur si on ne fait rien. Quand vous prenez les documents, les conventions de la génération de Rio, c'est la même chose. Déjà, on dit attention, le climat est en train de changer. Il faut un certain nombre de dispositions pour que ça ne dérape pas. Aujourd'hui, on parle les gens font des efforts pour dire qu'il faut maintenir le changement climatique à 1,5. Il ne faut pas que ça aille à 2, il ne faut pas que ça aille à 3. Tout ça là, c'est contenu dans ces rapports-là. Donc, c'était des alertes pour amener les pays à changer, à changer leur façon de produire, à changer leur façon de se comporter et tout. Mais est-ce que quelqu'un a écouté? Si on avait écouté, regarde depuis 90, après 92, il y a eu plein. À partir de 95, on a commencé par faire les COP, les conférences sur le climat. La première conférence, c'est en Allemagne, à Munich. Nous sommes aujourd'hui à la 26e conférence. On est passé de COP en COP pour trouver une solution au climat qui change. Mais chaque fois, ça finit toujours par... ou bien des dispositions des accords sont trouvées. Par exemple, il y a 5 ans, il y a eu la COP 21 à Paris, où il a été adopté à partir de Paris, l'accord de Paris sur le climat.
avec des dispositions à l'intérieur, des choses à respecter et autres. Bon, est-ce que quelqu'un a respecté? Si on a respecté, on ne sera pas C'était quoi de manière concrète à respecter? Oui, d'abord, ils ont identifié ce qui fait que le climat change. Et ce qui fait que le climat change, ce sont les énergies fossiles, c'est-à-dire l'exploitation de pétrole, de gaz et tout, des charbons. Ce sont ces choses-là qui conduisent le climat à changer. Donc, à partir de Paris, il était question qu'on arrête jusqu'à 80% de toute la production de pétrole. C'est-à-dire qu'on maintient dans le sous-sol les 80% des énergies fossiles. Donc si on a fait ça, je crois que le climat, ça ne va pas ne pas changer. Hein, parce qu'il y a trop de gaz à effet de serre aujourd'hui dans l'atmosphère. Mais à un moment donné, le climat va se stabiliser. Pas pour nous peut-être, mais pour les gens qui viennent après nous, la génération future. À chaque fois, les gens le font. Si vous regardez un peu la réunion qui se tient aujourd'hui à Glasgow, les Chinois ne sont pas arrivés, le président chinois n'est pas arrivé, le président russe également. Il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas arrivés. J'ai appris ce matin que les Américains et les Chinois se sont entendus pour trouver entre eux un accord. Bon, on va voir, on n'a pas encore le contenu. C'est ça. On va voir. Si ça marche ou pas. Alors, chers amis téléspectateurs, vous pouvez nous appeler sur le 98 80 93 111. Le 98 80 93 111 pour intervenir en direct sur ce plateau ou nous envoyer tout simplement vos commentaires, vos messages par WhatsApp sur le 55 01 82 91 55 01 82 91. Les deux numéros vont s'afficher ou défiler en bas de vos écrans donc tout à l'heure. Alors nous continuons ces échanges. Monsieur Sewayi, vous nous disiez tantôt sur tout ce qu'il y a eu à faire, beaucoup de choses donc pour prévoir, pour nous permettre aujourd'hui de mieux vivre et tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des savoirs traditionnels d'un temps? Non, et c'est une bonne question. Et ce qu'on fait aujourd'hui, vous savez, tout d'abord le sol, c'est quelque chose, quand on exploite, ça peut devenir pauvre. Même s'il n'y avait pas de changement climatique, le sol peut devenir pauvre. Est-ce que vous voyez? Donc, le producteur doit savoir qu'il a deux sols. Il y a deux sols. Il y a le sol inondé et le sol sec. Le sol inondé, il doit savoir qu'il doit faire le drainage. Le sol sec, il doit savoir qu'il doit faire irrigation. C'est deux phénomènes qu'on doit savoir. Même s'il n'y avait pas de changement climatique, ce truc-là, parce que vous êtes homme, vous grandissez, vous vieillissez. Et ce voyez. Donc, quand on grandit, il y a des éléments que tu dois consommer pour maintenir quand même ton poids. Donc, le sol est aussi comme ça. Et pourquoi nous on parle des arbres? Toujours les arbres. Vous savez que notre pays a de latitude. Et on parle toujours de 800 mètres. Toute la pluie qui tombe dans la Tagoura doit venir au sud. Donc tu dois savoir ça. Toute la pluie qui tombe à Tangueta, parce que le fleuve Wémé prend sa source à Djougou, à Tanega Koko. Donc ça quitte Tanega Koko pour descendre. Quand ça descend, ça ramasse tout ce qui est là-bas et ça amène ça vers le sud. Parce que le sud est le point le plus bas. La côte, la mer. Donc tout doit venir vers la mer. Pour que cela ne nous arrive pas, il faut planter les arbres. Ça, c'est normalement chaque Béninois, quand il se lève un matin, il doit planter 3 arbres. Minimum, c'est vrai. C'est possible. Mais oui, c'est d'abord avoir ça à côté. Mais notre problème, il faut barrer la route. Sinon, l'eau qui quitte là-bas transporte tout ce qui... L'engrais qu'on met au nord, tout ce qu'on met au nord, ça vient vers le sud. Et je vous avais dit tout à l'heure que notre pays a 8 zones agricoles. Côte là, ça produit autre chose. De la mer, grand popo, tout ça, ça doit produire autre chose. Après, tu trouves bas-fond parce que toute l'eau de pluie qui tombe dans la mer doit rejeter. La mer rejette l'eau qui tombe et c'est pour ça que tout ça après la mer, après l'océan, il doit avoir de bas-fond nécessairement.
Bas-fond de Sébin, bas-fond de Vaudier, tout ça. Parce qu'il y a la mer, il y a bas-fond à Vaudier. Hein? Arrivé à Grand Popo, toujours après la mer, il y a bas-fond. Maintenant, les producteurs qui se trouvent dans ces zones-là doivent savoir ce qu'ils vont produire. Bas-fond, qu'est-ce qu'on doit produire? Après bas-fond, il y a la lama de Verdo jusqu'à la hauteur de ces roues-là. Oui. Qu'est-ce qu'on va produire là? Est-ce que vous voyez? Après, maintenant, la terre rouge. La terre rouge commence à parler de Caravi, Paubert, tout ça, c'est la terre rouge qui est à la hauteur de Casserolo. Hein? C'est pour cela que le pays on a tellement étudié le pays. Hein? Quand tu vas vers la côte, centre de recherche de coco est là, et à Sémé. Hein? Quand tu descends un tout petit peu, à Redo et consort, il y a centre de recherche de maïs, tout ça là, à Togon. Quand tu quittes un peu pour aller dans la Lamande, tout ça là, il y a Secours, on a créé une école agricole. Hein? Là, hein? Quand on évolue justement vers Paubert là-bas, terre rouge, il y a palmier à huile. Et quand on va vers Ina là-bas, il y a Nyam Pilé, il y a Nyam, centre de recherche d'Nyam. Donc le pays est vraiment divisé et classé. On doit savoir ce qu'on va faire. Si on est arrivé maintenant à ce changement climatique, c'est passager, ça va. Bientôt, on va prendre. Ah bon? Bien sûr, comment on est en train de lutter pour ça. Hein? C'est vrai. Je vous promets. Qu'est-ce qui se fait dans l'ombre alors? Oui, dans l'ombre, là, on est en train de former maintenant les jeunes. Moi, je suis professeur au lycée Medi. Donc, je suis en train de former les gens maintenant qui vont sortir agriculteurs modernes, producteurs modernes. Et irrigation, là, vous avez parlé maintenant de drainage et irrigation, mais ça va venir. Mais vous me mettez le sourire aux lèvres là. Mais oui, mais comment? Non, on vit avec espoir. Absolument, il est faux. Mais je ne sais pas si vous mon affaire. Il doit me supporter. Comment? Je ne sais pas si vous supportez ou bien s'il partage le même espoir que vous. Non, en fait, l'homme vit d'espoir de toutes les façons. Mais on doit travailler. C'est ça, c'est le mot. On doit travailler beaucoup pour améliorer la situation. Parce que nous n'avons pas d'industrie, on n'a pas de richesse. Voilà. Tout ce sur quoi nous nous basons, c'est notre agriculture. Donc, on doit tout faire pour moderniser notre agriculture. Comme il a dit, il faut associer la technologie et puis les savoirs ethno-climatologiques. Qu'est-ce que nos parents faisaient avant pour faire face à ces phénomènes qui, de temps en temps, arrivaient et qui perturbaient leur quotidien. Donc, il faut associer les deux, voir un peu comment ça. Il y a, comme il le dit, il y a par exemple l'agroécologie qui est un concept, un système de production qui associe l'arbre et la culture. Parce que à des moments donnés, si le sol est pauvre, la culture ne va pas évoluer comme il le faut. Or, l'arbre, comme il a dit, il a tendance à garder l'eau. Il y a ça, il y a un système, un savoir ethno-climatologique que les Burkinabés utilisent. On appelle ça le zaï. Oui. On fait des pokés dans lesquels on met le grain, en plus et le compost. Oui. Donc, quand la saison sèche se glisse entre deux pluies, le compost permet de donner l'humidité à la graine, jusqu'à la culture, jusqu'à l'arrivée d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniques. Il y a par exemple les demi-lunes, il y a le cordon pierreux, des trucs pour permettre un peu de garder l'eau qui arrive et qui peut permettre de faire croître la culture jusqu'au moment où il y a une autre pluie. Donc, c'est un paquet, le sol, les itinéraires techniques, les techniques culturelles. Il y a tout ce paquet-là qui doit être bien organisé pour permettre aux paysans de continuer par produire. Si le paysan ne produit pas, on ne peut pas manger en ville. Si le paysan ne produit pas, nous ici, on ne pourra pas venir s'asseoir. Ou bien si actuellement tout le monde crie que le maïs coûte cher. Bon, j'allais en venir. J'allais en venir d'ailleurs. Mais avant, vous vivez d'espoir aussi, Diane. Absolument. Est-ce que j'ai le choix? Absolument. Alors,
Max Wahi, Oui. dites-moi, vous avez cité tout à l'heure les différentes zones agricoles. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, cela est toujours d'actualité? Alors, nous avons un téléspectateur en ligne pour le mot du jour, sûrement. Allô, bonjour. La liaison ne passe pas très bien. J'espère qu'il va nous rappeler dans les petites minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est d'actualité toujours? Est-ce que c'est toujours respecté? Oui, c'est respecté, mais comme on est en train de faire amélioration de culture, avant, Un instant, M. Sewaye. Allô? Allô? Oui. Oui, allô, bonjour. Bonjour, M. Kenji. Comment vous allez? Très bien, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler du mot du jour. Merci beaucoup à vous et bonne chose à tous ceux-là qui suivent votre télévision. Merci. Oui, allez-y. Oui, donc aujourd'hui nous parlons de climat et le mot du jour, ce sera donc saison. Est-ce que vous pouvez nous définir ce mot-là? Merci beaucoup à vous. Le mot saison est un mot féminin. En sens 1, on peut dire époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation. On dit la belle, on dit la mauvaise saison. Aussi, on peut également dire que c'est chacune des 4 grandes divisions de l'année délimitées par les équinoxes et les solstices. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et lorsqu'on parle de équinoxe, c'est chacune des 2 grandes périodes de l'année où le jour a une durée égale à celle de la nuit. Et pendant des solstices, c'est chacune des grandes époques où le soleil atteint son plus grand éloignement de l'équateur. Comme synonyme, on peut avoir âge, calendrier, époque, moment, période, siècle et temps. Et la pensée que j'aligne à ce mot saison, Oui. elle vient de Jean-Jacques Rousseau, qui dit ceci: les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l'obscurité, la lumière, les éléments, les aliments, le bruit, le silence, le mouvement, le repos, tout agit sur notre machine et sur notre être. Je reprends, Oui. c'est de Jean-Jacques Rousseau. Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l'obscurité, la lumière, les éléments, les aliments, le bruit, le silence, le mouvement, le repos, tout agit sur notre machine et sur notre âme. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Kenji, pour le mot de jour. Vous êtes avec nous donc depuis lundi. Nous finissons donc la semaine avec vous toujours demain vendredi. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi. Merci. Alors, le mot saison, donc je vous laisse finir d'abord cet aspect de la chose. On parlait donc des zones agricoles. Oui, M. Kenji vient de même mettre un accent particulier sur le mot saison. Absolument. C'est bien parce que nous, on parle de saison agricole. Et chez nous, nous connaissons nos limites. Et puis celui-là parle de saison générale. Mais oui. saison agricole chez nous. Tu vois, et donc, et comme je viens de dire, que notre pays a été réparti en zones agricoles. Oui. Et chaque zone avait sa saison. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a la saison sèche et la saison pluvieuse. Comme nous, c'est ce qu'on dit. Et j'ai dit actuellement que nous avions déjà, sur le plan sélection des cultures, il y a des produits qu'on peut commencer par mettre en place au nord. Parce que il y a la sélection. Il y a la sélection, il y a ce qu'on appelle le greffage, tout ça là, ça conduit à avoir hybride. Et les hybrides, on peut mettre ça en terre partout sur le territoire. Donc c'est pour ça que je dis, sur le plan agricole, il y a beaucoup de choses. Et il n'y avait pas le maïs de 45 jours, il n'y a pas le maïs de 60 jours. Il avait soulevé qu'il y a un maïs de 90 jours, et comme le sorgho qu'on sort.
Et on avait tenu compte de tout ça. C'est depuis le roi Guézo, le roi Guézo a reparti même son pays en 2 zones agricoles. Et c'est pour cela qu'il y a Djidja et Sékou. Dans l'ancien temps, il y avait deux pôles agricoles. Le pôle agricole de Djidja a été le premier DG, on l'appelle Grégbetor, que c'est Gréki Egbetor. La famille Grégbetor, c'est le premier DG de pôle agricole à Djidja. Second DG, c'est à Sékou, qu'on appelle Tireto, que c'est le vivre qui peut garder un pays. Donc, si tu es président dans un pays, il n'y a pas de vivre, c'est grave. Donc, Absolument. c'est grave. Et tu vois, donc, on a déjà fait beaucoup de sélections. Et sur le territoire maintenant, dans l'ancien temps, on ne produisait pas le maïs au nord. Rien que le mil et le sorgho. Mais actuellement, on produit le maïs au nord. C'est-à-dire une amélioration. Et il y a aussi une variété de sorgho qui est sortie maintenant. On peut mettre ça, on peut produire ça partout sur le territoire. Le mil aussi, partout sur le territoire. Il y a une variété de manioc qui vient de sortir. Et puis, vraiment, après 4 mois, le maïs, le manioc, on peut récolter. Donc il y a beaucoup de choses. Si ce n'est pas un petit changement climatique que tout le monde est en train de crier, je crois que notre pays évolue quand même. Pas petit, hein. C'est petit. Mais apparemment, il s'adapte bien. Mais bon, oui, non, mais moi je suis béninois. Les Béninois doivent rester aussi au nord. Donc, ce qui est sûr, si le maïs ne donne pas au sud, on va donner au nord. On va faire un système de troc. Il n'y a pas que le manger. Il y a les autres phénomènes. Mais le manger d'abord. Il y a les autres phénomènes. Par exemple, il y a le vent fort qui peut venir, un orage ou... Dans les autres pays, on voit les tornades et autres qui décoiffent tout. Même des incendies. Des incendies et tout. Donc, c'est pour cela que j'aime bien Nassan Patrick sur la plantation des arbres. Oui, s'il y a des arbres plantés réellement, entretenus, il n'y aura pas les incendies, les forts vents dont il parle. Non, oui. C'est vrai que l'arbre est un brisoin. C'est-à-dire, maintenant, il faut installer les arbres autour des infrastructures communautaires pour que, si le vent est fort, que ça ne puisse pas enlever les tôles, la toiture et tout bien faire tomber le mur, surtout les écoles, les centres de santé et autres. D'accord, donc il faut entourer. Il faut même dans chaque maison, et comme il a dit, vous devez avoir quand même un arbre chez vous. Parce que l'arbre rafraîchit la maison quand vous avez un arbre. Donc, ce sont ces genres de comportements qui vont nous permettre de nous adapter aux phénomènes que nous vivons. Il y a, par exemple, au nord, la désertification avance à grands pas. Oui. Donc, il faut trouver des parades à ce phénomène-là. C'est pas un petit phénomène comme il le dit. C'est parce que ici, on ne ressent pas encore tout. Dans les autres pays, par exemple, il y a des îles qui sont en train d'être emportées. Ici aussi, nous avons 125 km de côte. Oui. Et or, Cotonou est en dessous de la mer. Nous ne savons pas ce qui va se passer. La dernière fois, moi, j'ai vu circuler une vidéo où le monsieur appelle à l'aide que dans une zone, quelque part là, que les gens se sont réveillés les pieds dans l'eau. Donc, si ça continue, Cotonou est coincé entre la lagune et l'océan Atlantique. C'est un peu grave. Donc, il va falloir travailler suffisamment pour qu'on ne soit pas surpris. Donc, de toute façon, bon, je sais que beaucoup de la situation de nos côtes inquiète beaucoup aussi les autorités qui font un travail. Alors, nous avons essayé d'avoir les avis de quelques citoyens ou maraîchers, c'est bien cela, Diane Oni-Odje, sur la situation. Comment est-ce qu'ils la vivent et autres. Nous allons les suivre et on revient. En ce qui concerne les changements climatiques, nous sommes les maraîchers. Donc, nous on a l'habitude d'avoir les puits tubés. Donc, on ne travaille pas comme les autres cultivateurs. On essaie d'avoir les puits tubés et on fait l'installation. Donc, à tout moment, nous on cultive, on travaille, on produit. Malgré les changements climatiques, nous on travaille sur le site. Ces perturbations nous causent vraiment deux problèmes. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Parce qu'on connaît quand la pluie vient, quand l'harmattan vient, quand la saison sèche, quand la saison pluvieuse, tout. Mais maintenant, tout est mélangé. On ne sait pas, en décembre,
des fois, c'est la pluie. Souvent en décembre, l'harmattan commence, mais maintenant, vraiment, c'est la pluie qui maintenant, tantôt, c'est la saison sèche, tout est perturbé, on ne sait pas comment les choses se passent vraiment. Ça cause de véritables problèmes, mais on essaie de gérer ça à notre manière. C'est nos mauvais comportements, en jetant des ordures par-ci par-là, les fumées par-ci par-là, les eaux usées que les gens versent partout. C'est ça qui nous perturbe et on constate les pluies par-ci par-là, les saisons changent, les choses changent. C'est nos mauvais comportements qui nous envoient à ce niveau. Ça n'a pas assez d'impact, mais nous on a les moyens financiers, donc on arrive à s'en sortir. C'est les moyens financiers. Sinon, si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas faire un puits tubé. Ça coûte 56 000 voire 60 000. C'est le puits tubé seul. Hein. Si tu vas payer la machine là, c'est à partir de 70 000 à 90 000. Ça dépend qu'on effectue avant d'avoir un puits, l'eau à la salle. Dans certaines saisons de l'année, on ne sait pas qu'il va pleuvoir le temps là, mais quand la pluie vient comme ça là, ça gâte tout. Toutes les cultures, c'est ça qui est le problème majeur. Si la pluie ne vient pas, en tout cas, on est devenu esclave de l'arrosage, on arrose, mais c'est mieux que quand il y a trop de la pluie. Car s'il y a trop de la pluie, ça gâte tout. Le rendement de la pluie est différent de l'eau du puits tubé. Donc, il y a des substances qui sont dans l'eau de la pluie et qui ne sont pas dans l'eau du forage. Donc, le rendement est différent. La comparaison se fait au niveau de la saison pluvieuse. Donc, si la saison sèche est venue, les rendements ne donnent plus comme ça. Donc, s'il y a la pluie, donc on trouve un peu de rendement. Le puits tubé a d'impact sur nos cultures en ce sens, s'il y a le sel dans l'eau. S'il n'y a pas de sel dans l'eau, non, les plantes reçoivent l'eau facilement. Ça peut nous empêcher à avoir la bonne production. L'alimentation peut nous manquer plus tard. On aura besoin peut-être des maïs, des maniocs qui vont nous manquer plus tard. Parce que les saisons manquent, les choses déjouent. Plus tard, on aura des problèmes. Surtout les arbres que nous plantons, c'est très important pour nous. Mais d'autres branches, les arbres, d'autres coupent. Au moment qu'ils ne peuvent pas couper, les arbres ils coupent. Les difficultés que nous rencontrons dans le maraîchage sont énormes. On a l'habitude d'arroser assez. C'est l'arrosage. Mais s'il y a la pluie, on n'arrose pas plus comme ça. On produit à des moments donnés et on n'arrive pas à vendre. On ne trouve pas le marché comme ça. Donc, à des moments donnés aussi, on ne possède pas de l'argent pour produire assez. On a le problème de l'espace. Parce que ce site maintenant, c'est pour l'État. Donc, on nous dit à des moments donnés qu'on va nous déguerpir d'ici. L'endroit où on va rester pour travailler, c'est ceci que nous pensons pour le moment. Ouais, donc c'était les avis de quelques maraîchers sur comment est-ce qu'ils vivaient la situation des changements climatiques et autres. Alors, Max Hawaii, oui. Vous avez demandé qu'on arrose les plants s'il n'y a pas plu. Bon, pour eux, il ne faut pas devenir esclave de l'arrosage. Hein. Non, il suffit de faire planning d'activité. Il faut programmer les activités. Et se voyez. Parce que un producteur doit être un entrepreneur. Il te faut un planning d'activité. Si tu as un planning d'activité, j'ai vu produire canne à sucre à Savais. Il suffit de programmer l'arrosage seulement et ça va marcher. Donc il faut avoir un planning d'activité. D'accord. On ne se lève pas pour dire tu vas faire un champ. Non, il faut programmer. Non, je ne crois pas que le planning seul suffit. Parce que pour pouvoir utiliser l'eau, il faut des tuyaux flexibles, il faut un groupe. Il faut d'autres outils. C'est beaucoup d'argent. Et si c'est à l'échelle d'un jardin, c'est encore possible. Mais si vous voulez faire 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, ou beaucoup plus, il faut aussi beaucoup plus d'argent pour pouvoir arroser. Et il ne faut pas oublier, nous avons un fort taux d'ensoleillement au niveau africain. Donc, l'évapotranspiration, oui, ça se sèche très vite. Donc, c'est pour ça que
Il faut souhaiter que la pluie arrive. Oui. Monsieur Didier, il faut souhaiter que la pluie arrive. C'est souhait, non? Oui, ce que tu maîtrises là, c'est ça que tu vas faire. Il faut maîtriser actuellement l'agriculture. Et c'est ça, pour maîtriser l'agriculture, il faut maîtriser l'eau. Hein? On ne t'a pas dit de faire des hectares. Progressivement, et j'ai dit l'entreprise, l'entrepreneur, il faut prévoir. Quand on veut être entrepreneur agricole, il faut avoir un peu de moyens financiers aussi. Il ne faut pas demander au paysan qui est à Didja ou je sais pas. Moi, j'ai fait un petit calcul avec un paysan à Didja. Par exemple, j'étais chez le maire de Didja, et c'est Grigbetor, il est là. J'ai été chez un paysan. Le paysan me dit que lui, il a 5 salaires. Comment ça, 5 salaires? Il a un salaire journalier. Oui. Tous les jours qu'il coupe légumes pour sa femme, la femme va au marché. D'accord. Le marché, le marché c'est 5 jours. Le 5 jours après, il a encore un salaire. Et 5 jours, là, sa femme va au marché, il va avec les poulets. Et puis, le troisième salaire maintenant, il y a des gens qui viennent le voir tout le temps pour acheter certaines choses et lui vend. Et quand il a cité les 5 salaires, donc si tu organises, ils ont les moyens. Le paysan a organisé de moyens. Si c'était aussi si facile, tous les paysans. Il m'a dit qu'il fait pépinière. Il m'a dit qu'il fait pépinière. J'étais pas là-bas pour petite irrigation privée. Oui. Et il a dit qu'il fait pépinière. Il fait 100 pots de nacade par jour. Et quand il vend 100 pots, 100 francs là, qu'il est déjà à 10 000 francs par jour, 10 000 francs, il faut attendre qu'il a 300 000. Et moi, je suis à... Tu gagnes combien? Il m'a dit, mais tu gagnes combien? Je lui ai dit, mon salaire, il dit, oh, viens travailler avec moi. Avec moi, vous serez plus à l'aise. Oui. Didier, mais c'est vrai que si c'est organisé, on peut tirer l'essentiel du sol, le profit et autres là. Mais dans l'état actuel dans lequel se trouvent nos paysans, je pense que ça doit être un travail à faire. Oui, je ne refuse pas. Ça doit être un travail à faire. D'abord pour les sensibiliser. Ensuite, pour mettre à leur disposition des outils qui leur permettent de faire choses. Puisqu'il y a des paysans qui sèment sur des sols, comme tu l'as dit, des sols qui ne donnent plus, des sols qui sont appauvris. Oui. Donc, il faut lui apprendre à régénérer ces sols-là et tout. C'est tout un paquet. Absolument. Monsieur Didier, il y a des paysans qu'on a déjà formés. Et ils savent qu'ils vont faire amadement. Tu viens de souligner que le président burkinabé, c'est amadement qu'on appelle amadement de sol. Culture hors sol, tout ça là, c'est déjà... c'est en cours. C'est en cours. Non, c'est sur le terrain déjà, c'est sur le terrain. Oui, c'est-à-dire que la formation on a déjà formé, c'est écrit sur le terrain. Ils sont formés, d'accord. Ce que je vais souligner à M. Didier, on mange 12 mois dans l'année. Oui. Mais le paysan travaille 3 mois dans l'année. C'est pas bien. Donc, bien sûr, il y a le changement climatique, mais il faut compléter par l'agriculture. Là, nous avions 2 têtes. On a dit agriculture, élevage et pêche. Et après, quand on dit agriculture, l'agriculture, c'est prendre la roue et labourer la terre. Non, c'est pas ça seul. Non, nous avons 3 têtes. Notre ministère a 3 têtes. Si tu es paysan, tu dois avoir ces 3 têtes-là. Élevage, pêche. Agriculture. Et puis c'est fini, tu es sauvé. Très bien. Alors, dans l'élément également, ils ont souligné le fait que le rendement était différent quand c'est l'eau de forage et l'eau de pluie. Heureusement, lui, il n'a pas de rendement. Oui. J'étais quelque part où on a dit, si on arrose le maïs, là, quand on mange dans les mots de tête, tu vois, donc il y a beaucoup de choses que les paysans font sortir et quand tu entends, tu auras les mots de vente. Tu vois, et rendement, bien sûr. D'accord. Mais quand tu programmes bien, parce qu'il faut programmer. Il faut programmer l'arrosage. Il a de puits, il a de l'eau à sa disposition. S'il programme l'arrosage correctement et il tient compte les techniques culturelles. Parce qu'il y a technique culturelle. Tu sèmes ton maïs. 3e jour, 4e jour, va voir si la levée est totale. Si la levée n'est pas totale, il faut faire le ressemis. Tu n'as pas fait ressemis et c'est poussé toka. C'est pas la peine. 18e jour, il faut faire le sacro-butage. Il faut sacrer le champ, tu laisses ça dans les herbes, là, tu dis que ça va donner un rendement. En fait, et 45e jour, il faut sacrer encore. Le maïs au moins 3 fois, il faut sacrer. Mais tu as sacré une fois, tu as appelé dormir, tu as fait les cérémonies et ta maman qui est déjà dans 50 ans. Maintenant, tu vois que tu vas récolter. Non, c'est la même chose quand il pleut. Effectivement, quand il pleut, on a le rendement. Mais quand tu arroses aussi, tu as le rendement.
Non, celui qui Hein, parle c'est ça, à Cotonou, moi je crois qu'il a raison en partie. Parce que si vous observez, l'eau de Cotonou, comme il a dit salé. Oui, salé. C'est-à-dire que on a quand même une intrusion saline de temps en temps. En raison de la mer. À cause de la mer. Donc, c'est une bonne observation que le monsieur a fait. Oui, je ne suis pas encore arrivé sur ce point-là. Effectivement, l'eau salée, il y a des cultures qui peuvent répondre à côté de la mer. Donc, il faut sélectionner les cultures. Le coton, le cocotier, par exemple, c'est une plante, c'est un arbre. Mais ça réside à côté de la mer. Donc, il faut sélectionner. Moi, j'avais encadré les bonnes dames qui avaient quitté Togo pour venir s'installer à Grand Popo. Hein? On avait créé une association là. Elles avaient fait la culture maraîchère là. Si tu vois leur moment là, il faut faire amendement de sol. Si vous faites amendement de sol et quand le puits dépasse une profondeur, l'eau salée là, ça n'existe plus. Est-ce que vous voyez? Donc il faut chercher là où tu vas faire ton puits. Quand le puits dépasse une profondeur donnée, ça dépasse l'eau salée. Et puis ça donne de l'eau normale pour arroser. Et puis on ne peut pas dire que je suis à côté de la mer, je ne vais pas manger. Non. Hein? Très bien. Alors, dans nos discussions, un élément est quand même revenu plusieurs fois, c'est le plan d'arbres. Et Max Wahi disait qu'il faut planter 3 arbres par jour au moins. Je ne sais pas si Diane y arrive ou bien dans l'année, combien d'arbres elle arrive à planter dans l'année. La journée de l'arbre. Absolument. Non, en fait, c'est un problème dans notre pays. Un problème sérieux dans notre pays. Nous avons la culture de couper les arbres. Nous utilisons l'arbre à tout moment. On ne peut pas manger la saucisse contre le cochon. Donc, quand vous avez besoin d'un lit, aujourd'hui, par exemple, c'est l'arbre. Même nos cercueils, c'est l'arbre. Donc, on n'a pas commencé par faire des cercueils en fer. Mais si on ne sait pas faire, on va en arriver là. Non, effectivement, il y a ce problème-là. Comparé à Lomé, par exemple, il n'y a pas photo. Mais bien comparé il y a quand même, disons, beaucoup de projets dans ce sens. Quel projet, par exemple? De toutes les façons, il y a la journée nationale de l'arbre. Ça n'a pas donné grand-chose. Parce que si vous faites le point de tout ce qu'on a planté depuis la première journée de l'arbre, normalement, on devait être une forêt. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire le point, faire l'inventaire, savoir ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller planter. Et puis un arbre, quand vous plantez, pour qu'il soit grand, moi j'ai fait l'expérience, c'est 4 ans. Mais quand on voit quand même, quand on va aujourd'hui au niveau de la plage par exemple, il y a une présence de cocotiers. Avant, c'était pas réellement présent. Tu crois que c'est ça qui fait le problème? On parle de l'arbre. On a parlé tout à l'heure d'Atika, maintenant. Moi, je n'ai pas vécu à Cotonou à l'époque. Mais tous ceux qui ont vécu à Cotonou nous en parlent avec quelque chose. Là où il y a l'arbre, c'est pas les comment on appelle les arbres ornementaux. Non, des arbres. Il y a par exemple, peut-être le calcédra et toutes les petites zones de Cotonou où il y a d'espace. On devrait en faire de petits îlots climatiques. Et puis nos forêts, on doit, comme vous savez, aujourd'hui, avant on était un puits de carbone. C'est-à-dire que nos forêts ont la capacité de capter les gaz à effet de serre et tout. Mais aujourd'hui, nous sommes un pays pollueur. Comment un petit pays comme le nôtre va être un pays pollueur? C'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut corriger. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde, si vous pouvez, si chacun met un arbre dans sa maison et que l'arbre grandit, suivez l'arbre grandit, je vous dis d'ici peut-être 5 ans ou 10 ans, on va renverser la situation. Vous avez un arbre, si vous allez comme les 1er juin, déposer là, vous retournez, c'est faux. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Un arbre, c'est à peu près 4 ans pour que l'arbre commence pas à grandir de lui-même, c'est 4 ans.
Or, ce que nous faisons, c'est nous allons déposer et puis on rentre. Et on ne sait pas, l'année qui suit, on va. S'il y a des arbres qui arrivent à s'en sortir, c'est bon. Sinon, que ça devient un éternel recommencement. On doit prendre ça. Ça doit être une activité sérieuse qu'il faut organiser pendant au moins un bout de temps. Comme ça, on va Cotonou. Moi, je suis allé je revenais d'Addis Abeba, j'ai fait escale à Bamako, parce que mon vol était parti avant que je n'arrive. Le lendemain, on était en train de faire les formalités. Quand il y avait 2 Béninois devant moi qui disaient à mon avis que Bamako doit tenir Cotonou. C'est pas possible. C'est des pays sahéliens. On ne peut pas avoir plus d'arbres à Bamako que Cotonou, ou bien plus d'arbres au Burkina Faso. Donc, j'ai l'impression que c'est quand on a la possibilité, on n'arrive pas à utiliser. On va y arriver. On vit d'espoir. Il n'y a pas de problème. Alors, Max Wahi, dans le développement, on a parlé d'un maïs, ou bien des types de maïs, ou bien encore de tubercules, vous nous en avez parlé tout à l'heure, en réalité qui, disons, grandissent en peu de temps, qu'on peut récolter en peu de temps. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a même des maïs de 60 jours. Oui. Et Mme Fimé parlait de si on peut arriver donc à un maïs de 45 jours. Moi, je voudrais quand même bien comprendre. C'est quoi le travail qui est fait pour qu'on en arrive à des éléments qu'on peut récolter en peu de temps? Bon, ce travail-là, c'est le travail de recherche. Recherche, vous voyez, l'idée Mme Fimé, il est gros, il est plus gros que nous tous. Si on veut avoir un enfant intermédiaire, on prend la plus mince et puis il se marie avec la plus mince. L'enfant qui va sortir là peut être gros, va rester entre vous, ne soit pas trop gros. C'est le même système en agriculture. C'est le même système en agriculture. Donc, on fait ce qu'on appelle chez nous la fécondation, la pollinisation. On prend le maïs à cycle long, et quand on veut faire la recherche là, on sème le maïs à cycle long, et on cherche le maïs à cycle court. Aussi, on sème à côté. Lorsqu'il y a pollinisation, vous savez que le maïs, par exemple, a 2 fleurs. Fleurs femelles et fleurs mâles. Fleurs mâles, il y a des pollens dedans. Ça vient sur la fleur femelle et ça donne pollinisation. Les graines qu'on va faire sortir, les graines qui vont sortir de là, ça va rester au milieu. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on a eu à faire la multiplication des choses, des variétés. Et on a des variétés à cycle court. C'est comme ça. Si vous voulez maintenant, pour les arbres, là, vous cherchez un arbre sujet, et vous allez chercher greffon sur une autre variété, vous venez greffer avec le sujet. Et ce que vous aurez comme la plante là, ça peut rester à Natitengu. Si vous avez cherché l'arbre, le sujet de là-bas, et puis greffon d'ici, là, ça peut supporter les 2 climats. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on arrive à obtenir la variété, comme je viens de dire. Le cocotier aussi, c'est la même chose. Actuellement, il y a cocotier. Moi, j'ai planté des cocotiers à Naïtengu qui donnent maintenant. Oui, j'ai planté des cocotiers à Naïtengu qui donnent parce que j'ai travaillé là-bas. J'ai mis quand même beaucoup de choses là-bas. Très bien. Donc, M. Mandafimé, également, un peu plus tôt, vous vouliez aborder le problème de cherté aujourd'hui du maïs et bien d'autres cultures sur le marché, on crie et autres. Est-ce que justement ce sont ces impacts aussi qui en sont les conséquences? Mais qui en sont les causes? Si le maïs coûte cher, c'est parce que la demande elle est forte. Et qu'il n'y en a pas, suffisamment. Ça veut dire que les maïs ne sont pas assez plantés à cause du climat qui... Oui, ça peut avoir beaucoup de facteurs. Et peut-être la saison n'est pas bonne. Si la saison n'est pas bonne, le maïs ne peut pas être sur le marché. Ou les autres cultures ne peuvent pas être sur le marché. Si beaucoup de paysans se désolidarisent de la production, il y a des problèmes. Parce que vous voyez notre homme,
En 1960, on était 2 millions. Aujourd'hui, nous sommes 11 millions. 11 millions, c'est beaucoup de bouches à nourrir. C'est pour ça qu'il faut améliorer le système agricole pour que les gens puissent planter, même en ville, pour que quand on a des problèmes, par exemple. Vous savez, c'est l'ONASA qui jouait ce rôle-là avant. C'est-à-dire l'ONASA, dès que la production finit, achetait les produits chez les paysans. Et dès que ça coûte cher, l'ONASA introduit sur le marché. Ça permet de casser les prix. Bon, l'ONASA n'existe plus aujourd'hui. J'espère qu'ils vont mettre en place une autre structure qui puisse faire ce travail-là. Sinon, on sera à la merci des paysans. Parce qu'il y a des gens qui achètent, des privés, qui achètent dès que la production, dès que la récolte est faite, ils achètent beaucoup de production qu'ils gardent chez eux et attendent quand ça devient compliqué sur le marché, ils en profitent. Donc, il faut trouver une solution. Une solution pour casser cette dynamique-là. Monsieur Sarayi. Et sur ce qu'il a dit, je voulais ajouter un petit mot. Et actuellement, nous sommes en train de traverser quelque chose de très, 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 très important. Toi qui es là maintenant, tu es à Cotonou, mais tu as acheté toutes les parcelles de ton village. Et tu dis, personne ne met pied sur ça. Tu es à Cotonou ici. Donc ça fait la forêt là, on ne peut pas l'élaborer. Donc il y a un manque de terres agricoles actuellement. Ça s'annonce, c'est timidement que ça vient maintenant. Les gens qui sont à Cotonou dans les grandes villes là, ils prennent leur argent pour aller acheter les terres. Et nos amis aussi, ils vendent et achètent ces millions pour venir conduire à Cotonou. Donc il y a la terre là, et on n'arrive pas à labourer parce que quand on va ensuite à passer, tu vas dire, si je vois quelqu'un, je vais l'enfermer. Donc ce problème, si on n'arrive pas à régler ça vraiment, ça va agir sur la production. Je veux compléter ce que M. Didier a dit. Très bien. Alors, j'ai quand même une question. L'impact du changement climatique est multiple aujourd'hui quand on parle d'agriculteurs, producteurs et tout. Et il y a quand même des systèmes d'adaptation parce que ce que je comprends, c'est une question d'adaptation. Quels sont les systèmes d'adaptation que vous, en tant qu'agriculteur, vous mettez peut-être sur place pour pouvoir faire face à ces changements climatiques? Parce qu'on a constaté tout à l'heure, dans l'élément témoin, ce qui est dit, c'est que qu'il y ait plus ou pas, eux autres, ils produisent et ils s'en sortent. Et vous étiez d'accord avec ça. Oui. Quels sont les systèmes d'adaptation? Parce que plusieurs agriculteurs ne sont pas arrivés là. Et puis, ils n'arrivent même pas à produire. Quelqu'un a dit que lui, quand il ne pleut pas, il attend forcément. Il y a d'autres même qui disparaissent, ils laissent les terres. Oui. C'est ce qui a été dit. Donc, est-ce qu'il y a des systèmes d'adaptation que vous pouvez peut-être mettre à leur niveau, dire, pour qu'ils soient au même niveau d'information? Bon, et dans notre pays, nous avions une direction qu'on appelle direction du génie rural. Direction du génie rural a identifié des zones agricoles. Et dans ces zones agricoles, on a peut-être fait de forage, fait d'aménagement de bas-fonds, fait de barrages. Ça, c'est des choses pour accompagner retard de pluie, changement climatique. Donc, on a identifié ces zones, on a créé même des groupements, on les appelle les irrigants, petites irrigations privées, on les a créées. Donc, on a fait des zones agricoles, tampons, et on a fait de forage. Moi, j'étais avant-hier à Sobodomé, on a fait plus de 15 puits artésiens. L'eau sort naturellement, ça jaillit permanemment. Puits artésiens dans Sobodomé, on a fait des puits artésiens. Si tu montes un peu vers Dassa, on a fait des barrages. Vers Natitingo, on a fait des retenues d'eau dans le pays. Si tu es paysan, va chercher ces coins. Oui, tu t'installes dans ces coins. Est-ce que tu vois? Maintenant, de l'autre côté, on a fait la sélection des variétés à cycle court. Je viens de souligner qu'il y a le maïs de 45 jusqu'à 60 jours, des choses comme ça. Oui. Il y a le manioc aussi. Et j'ai dit dans mon développement que quand il pleut, à tout moment, mets quelque chose en terre. Est-ce que vous voyez? Et l'autre a dit que quand il arrose, l'eau ne suit pas, que son eau est salée. Oui. Et j'ai dit, si le puits a une profondeur donnée, l'eau salée, là, c'est à la surface.
Ça Donc, il faut aller dépasse un peu et il faut plus mettre de profond. fois. Et milieu du développement, il faut des moyens. Effectivement, il y a des moyens que tu vas demander un prêt ou bien quelque chose pour le faire. Et se voir. Donc, Quelqu'un qui a déjà sa femme à Cotonou oui. ne peut quand même pas décider un jour de se lever et se rendre à Dassa ou n'importe où il y a quand même ces systèmes-là. Cotonou, c'est une zone agricole aussi. D'accord. Tu es à Cotonou, où tu es à Vaudier, donc tu es dans un bas-fond. Il faut d'abord Papa. Tu es à Papa. À Papa fait corps aussi à la mer. Donc tu es dans la même zone que des gens de Vaudier. Il faut demander. Il y a dans l'ancien temps on dit Cadet. Actuellement ce n'est plus Cadet. Ce n'est plus Cadet. Non, c'est même plus Serpa. C'est plus Serpa. C'est centre de développement agricole. On appelle DAT, centre de développement agricole et l'élevage, des choses comme ça. Tu vas dans n'importe où. Moi, je vais faire l'agriculture. Tu me téléphones pour dire je vais faire telle chose dans telle zone. Je vais t'orienter. En fait, donc, je comprends bien qu'en fait, il ne faut pas rester un agriculteur ou bien un paysan chez soi ou bien dans sa zone. Non, il y a beaucoup. Les paysans sont. Non, les paysans s'informent plus que nous. Hein. D'accord. Du téléphone à un paysan de Banécois, maintenant, combien on vend le coton, il va te dire, chaque zone a sa production. Les paysans s'informent plus que nous. Et à des moments donné, nous, les agronomes, on va chez les paysans pour apprendre certaines choses, certaines techniques culturelles. Donc, ils s'informent bien, hein? Donc il ne faut pas croire que c'est des gens qui le connaissent. Au fait, l'adaptation, c'est quoi? C'est la capacité pour un système ou un homme à faire face à un problème et à trouver des solutions. Oui, c'est tout. C'est tout, hein? Comme l'autre l'a dit, il utilise l'eau à la place de la pluie. Donc, c'est un système DDA d'adaptation. Par exemple, ceux qui font l'agroforesterie, c'est un système d'adaptation. C'est un système qui associe la culture et l'arbre. Donc, à chaque niveau, par exemple, dès qu'il y a un phénomène, il faut essayer de trouver une solution. Or, ce que lui dit, ça ne va pas de soi. Il faut que les techniciens de l'agriculture et autres puissent aider les paysans dans chaque zone agricole pour qu'ils puissent, dès qu'ils sont face à une difficulté, trouver les solutions pour changer, pour renverser ce qui les perturbe. Il a parlé de moyens. Quelqu'un qui n'a pas de moyens ne peut quand même pas faire des puits tubés. C'est ce qu'il a dit. Vous savez, en 87 et en 88, il y a eu ce qu'on appelle la grève de la faim. Oui. Il y a eu des morts dans les autres pays. Ici, le gouvernement de l'époque a créé ce qu'on appelle le PIAZA. Et le PIAZA, le gouvernement a fait venir les agronomes qui étaient déjà à la retraite. Et pour aider les paysans à faire face à certaines difficultés, à la situation, le gouvernement a acheté des tuyaux flexibles, des groupes, des motopompes et tout, qu'on a mis à la disposition avec les semences améliorées, sélectionnées et autres, pour leur permettre de produire, avec la promesse que la production sera achetée. Donc, à l'époque, là, les gens ont explosé la production. Malheureusement, l'ONASA n'a pas pu tout acheter. Et puis, surtout à Malanville, où les gens produisent suffisamment de riz. Après, le riz a pourri sous les bâches et ils ont laissé la production. Dans le domaine de l'agriculture, si on a la possibilité de faire en sorte qu'on n'ait pas à subir la cherté. Il suffit seulement de s'organiser. Alors, je voudrais nous permettre de faire une petite pause pour installer Nafissatou Hassani pour les messages qui nous sont parvenus. Voilà, retour sur le plateau. Nafissat, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu combien de messages? Nous avons reçu 5 messages. On y va alors. Nous allons commencer par Osnel Spero-Toli. Cette situation est la conséquence des changements climatiques. Malheureusement, le Bénin subit plutôt puisqu'il n'agit pour les changements climatiques. Les grands rendez-vous comme les conférences des parties COP, qui devraient être des instances de prise de décision, se retrouvent être des coups de chamaillerie. Comment s'adapter? C'est compliqué. Comment s'adapter quand les gros
quand les gros pollueurs n'entendent pas réduire leurs activités néfastes contre la nature. Il nous faut développer une forte capacité de résilience. Ce qui est sûr, nous ne reviendrons plus jamais à la normale. Il faut donc définir les nouveaux calibrages et adapter notre agriculture. Mais surtout, il faut planter beaucoup d'arbres. Sauvons la planète. C'est mon affaire. C'est une femme. C'est un homme. Un homme, oui. Il a tout dit. Les pays développés veulent continuer par être toujours développés. Quand vous regardez dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il est dit que les pays développés doivent donner de l'argent aux pays en voie de développement, puisque nous avons aussi le droit de nous développer. Mais ils ne sont pas toujours prêts. Ils ne sont pas toujours prêts à donner de l'argent. Depuis 2009, à la COP 15 à Cancun, j'ai dit Cancun à Copenhague, quand la COP 15 a échoué, ils ont mis sur la table la promesse de donner 100 milliards chaque année aux pays en voie de développement à partir de 2020. Normalement, l'année dernière, la caisse devait être pleine, mais cette année, qu'est-ce que les pays développés ont dit? Ils ont repoussé l'échéance jusqu'en 2023. Est-ce que tous ces pays-là qui ont détruit la planète en utilisant ce qui nous appartient tous, ne peuvent pas trouver 100 milliards chaque année pour aider les pays pauvres? Les pays pauvres aussi ont tendance à attendre cet argent-là. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses peut-être qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Planter là, par exemple, ce sont des choses qu'on peut faire beaucoup plus. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut attendre l'argent Alors, s'il y a des choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir à la normale. Oui. Mais il dit, nous ne reviendrons plus jamais. Moi, je suis d'avis avec lui, on ne peut plus revenir à la normale. Il y a la déforestation aujourd'hui, on coupe pour construire. C'est pas possible qu'on redevienne comme avant. Oui, mais on peut, si on ne redevient pas comme avant, on peut diminuer un peu à notre niveau les impacts. C'est-à-dire, si vous avez une forêt, par exemple, vous avez Cotonou est pratiquement une forêt. Moi, je suis allé à Nairobi. Combien de fois, je ne sais pas. Nairobi, je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais Nairobi, c'est la capitale du Kenya, c'est au cœur d'une forêt. Donc, si on peut déjà, par nos activités, essayer de planter, trouver les espaces de Cotonou et planter, on va essayer d'éliminer les pollutions. Parce que, en fait, les arbres, c'est leur rôle. Oui. Les arbres captent le CO2. Donc, on va essayer d'éliminer un peu. Et puis, nous allons nous porter mieux. Parce que tant qu'il y a la pollution, nous pouvons en souffrir. Agir sur notre santé. Absolument. Le second intervenant ADEC, pour s'adapter, je pense qu'il faut avoir des réserves d'eau dans nos milieux de vie. Avec ces eaux, les cultivateurs peuvent faire la culture contre-saison pendant la saison sèche ou dans les cas où il ne pleut pas du tout. Cette situation complique la vie plus aux agriculteurs. Ils doivent mettre des techniques en place pour que la récolte soit bonne. C'est vrai. Ils ont déjà tout dit. C'est sur ça que j'aime bien la son particulier. Donc, et ce que je voudrais même ajouter sur ça est que là où il y a les points d'eau, je viens de souligner qu'il y a des puits artésiens. L'eau jaillit permanemment là, les amis. Et vous allez voir autour de ce point d'eau, les gens assis, croiser les bras et voir l'eau partir. Vraiment, quand je vais dans ces coins, je garde ma moto, je prends la chicotte, je les chasse. Mais oui, c'est ça. Parce qu'ailleurs, les gens demandent ça là pour évoluer. Mais ailleurs, les gens, non. Je vous dis, on est en train de faire seulement, j'ai travaillé dans la zone de Canan, dans la zone de Corvée, et pour qui ça, tout ça là, pour qui ça, tous les puits qu'on a fait dans cette milieu, ça devient puits artésien. Alors on veut faire un simple forage, mais on tombe sur l'eau qui jaillit permanemment. Mais nos amis sont là, ils voient. Ils regardent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, pour ajouter, il y a d'autres pays qui nous envient, surtout à cause de nos ressources en eau.
Par exemple, vous allez au Burkina Faso et ils n'ont pas accès à l'eau. Mais ils ont fait des retenues. C'est eux qui nous vendent tout maintenant. La tomate, le poisson et tout. Il y a un effort à faire. Pour valoriser tout ce que, comme il a dit, on peut installer des gens autour de ce que nous appelons bas là. Oui, les bas-fonds. Les bas-fonds là. On peut installer des gens tout autour pour faire des productions pour obtenir des produits de contre-saison. Donc, on a quand même la potentialité. C'est qu'on n'exploite pas, c'est tout. Aussi, aujourd'hui, dans les pays évolués, ils n'attendent plus la saison sèche ou la saison pluvieuse avant de produire. Là, on dit non, en novembre, nous avons du maïs, en septembre, nous avons du mil. Là-bas, il n'y a pas de octobre, il n'y a pas de novembre. Il faut que nous aussi, on apprend cette technique-là pour y arriver. En plus, les gens utilisent même leur balcon pour produire au sol. Dans les maisons, par exemple, il y a des choses que les gens produisent. Vous n'avez plus à aller acheter la tomate au marché ou le piment et autres. Là. Et tout est naturel. Tout est naturel. Nécessité chez soi. Normalement, quand le paysan, normalement, à partir de Caravi jusqu'à Karimama, un paysan ne doit plus acheter de tomates et piments. C'est le sel, parce que sel, il n'a pas la possibilité de fabriquer sel, mais tomates, piments, faut être des petits trucs là. Boiba, c'est ce qu'on appelle boiba. Il faut courir pour aller chercher ce qu'on appelle boiba. Non, en fait, on n'avait pas cette culture là. Bon, maintenant, il faut que chacun commence par. Moi, si tu prends un véhicule de Tangueta, Bobo Dioulasso, tu sauras que Bénin, là, on est en retard. À partir du premier pont de Port-Gala, ils ont fait pont-barrage. Tu fais le pont, le barrage, et le déversoir, là, ça passe dans le pont. Et c'est les femmes, elles se réunissent pour faire un barrage là, à main. Pour faire la culture maraîchère, on nous avoir tomates fraîches maintenant On continue. Oui, nous allons continuer. La perturbation des saisons nous contraint à changer d'habitude vestimentaire, de construction, mais aussi avoir un regard écologique envers le monde. Ceci étant, il faut prévoir une tenue de rechange, toujours garder un parapluie ou un imperméable, mais surtout une chaussure qui résiste aux saisons. On devrait commencer à sensibiliser les enfants sur les causes et conséquences de ces perturbations pour qu'ils soient conscients de la tâche à eux destinée. C'est vrai que lui, il est allé dans un autre sens, la perturbation des saisons, comme on dit, ses effets sur nos comportements de vie. C'est important. Oui. Moi, j'ai quitté la maison aujourd'hui sans savoir ce que le temps nous réserve. Je ne sais pas. Alors que je devais avoir la météo, savoir s'il faut garder un parapluie, comment il faut que je m'habille, je ne sais pas. Donc, il y a ça à améliorer. C'est en fait un aspect important. La météo, on doit avoir ça toutes les minutes, puisque le temps change régulièrement. Si vous venez au boulot, des fois, vous pensez que c'est toute la journée, vous avez le soleil, et puis dès que vous quittez la maison, vous ne prenez pas les dispositions qu'il faut. Donc on a besoin de développer aussi la météo. Dès que tu sais qu'il va pleuvoir, tu sais la tenue que tu vas porter. Est-ce qu'il faut garder une seconde tenue pour échanger après quand tu arrives au boulot et tout ça là. Il y a tout ça là qui manque et on a beaucoup de choses encore à faire pour nous adapter aux questions du changement. Il a aussi abordé un peu la sensibilisation. Oui, puisque nous sommes des bois morts, on ne peut plus, on a notre boîte. Tu vois, il faut déjà mettre l'accent sur l'éducation des enfants. Depuis le bas âge, les gens acquièrent les réflexes beaucoup plus dans une école. On peut déjà commencer par apprendre aux enfants comment on fait les pépinières, tout ça là. Oui, mais après, nous qui avons fait l'école nouvelle, on sait ce que c'est. Les mercredis, les mercredis, ce sont les 16 activités. Là. Bon, quand
À un moment donné, le système a changé. Et puis tout le monde. A dû changer Il faut réorganiser ça. Réorganiser ça. Et donner quand même une culture écologique aux enfants dès leur bas âge. Ils grandissent avec et puis ils peuvent changer. Les générations futures auront Même si, d'autres comportements. En attendant qu'ils changent, ils peuvent parler à leur. Moi, j'ai fait une communication à des enfants, je crois, à Port-Massé. Après, une fille est venue me voir, elle m'a dit, mais comme tu as dit qu'il faut planter des arbres là, dans les maisons là, moi, mon papa a tout terrassé. J'ai dit de dire à son papa de casser de mettre un arbre ou deux. Bon, et c'est pour cela, hein, excusez-moi, mon papa a tout terrassé là. C'est ça qui était arrivé à un pays où tous les habitants ont insuffisance rénale. Oui, et c'est pour ça qu'on a créé Rêve Vivre. Ces habitants sont venus demander, on a dit, bon, vous allez créer Rêve Vivre et planter les arbres dans votre maison. Parce que quand tu restes sous la chaleur, tu as insuffisance rénale, calcul rénal. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans les pays où les gens ont beaucoup plus de problèmes de rien, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'arbres. Oui. Trop de chaleur. Bien. Bon. C'était avis à ceux qui nous suivent. C'était un message de Kafouata Dopéon. Très bien. Nous allons poursuivre et c'est la pollution qui entraîne ces différents changements qu'on observe. Il faut revoir nos manières de faire, notre façon de vivre, éviter au maximum les habitudes malsaines qui conduisent à la ruine de la nature. Sauvons les générations futures. Absolument, les comportements sur la nature dans notre environnement immédiat. Surtout l'environnement. Je crois que au niveau de chaque quartier ou de village, il va falloir demander aux gens qui sont les responsables de ces quartiers d'organiser les gens dans leur quartier. On n'a pas besoin d'attendre que l'État intervienne. Vous voyez des gens qui continuent toujours de jeter les ordures dans les bas-fonds et autres, alors qu'il y a un système de ramassage aujourd'hui. Il y a une grosse poubelle quelque part. Et il faut que le chef quartier ou le chef village puisse réunir les populations. Puisque c'est les villages, les quartiers, c'est pas grand. Les réunir pour dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un va verser les ordures encore dans les bas-fonds là, il sera sanctionné. Ou bien les femmes qui vendent les sachets, faut leur dire, il faut trouver autre chose à vendre que de vendre les sachets parce que ça nous tue, ça tue tout le monde. Il faut que ces messieurs-là, ces élus-là, puissent commencer par tenir de bon langage à leur administrer. C'est tout. Un autre message. Le tout dernier, il ne faut même plus enseigner aux enfants qu'il y a 4 saisons ou même chercher à délimiter. Oui. Je reprends. Il ne faut même plus enseigner aux enfants qu'il y a 4 saisons ou même chercher à délimiter. Rien n'est plus conforme à la réalité que nous vivons aujourd'hui et c'est les enfants qui vont en souffrir le plus. Il faut commencer dès à présent à leur dire que les saisons ne sont plus sûres, qu'il faut être prêt à tout moment à se faire surprendre par la pluie et qu'ils commencent à adopter certains comportements qui vont peut-être ralentir les effets du changement climatique. Très bien. Tu vois, si vous prenez tous les Béninois, on dit, changement climatique, il y a saison de pluie, il y a ceci. Qu'est-ce que moi-même je fais par rapport à ça? Oui, en fait, c'est là. Il ne faut pas parler, on va dire, non, il fait chaud. Non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quelle est mon empreinte dans tout ce qui se passe? Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je fais? Est-ce que je plante un arbre? Non. Est-ce que je plante un arbre? Si je plante un arbre, je contribue à baisser pour moi-même. Parce que si tu as un arbre dans ta maison, c'est toi qui en bénéficie et ta famille. Donc il faut que déjà chacun puisse dire, il ne faut pas que ça soit une littérature, on dit bon, on doit faire ceci. Non, qu'est-ce que je fais? Il faut commencer par dire ça. C'est déjà bien qu'on le dise parce que le problème, on se dit tout de suite que ça revient peut-être aux dirigeants ou aux spécialistes. Non, c'est pas affaire de dirigeants. Bon, pour le bien-être de chacun, qu'est-ce que je fais? Si tu te couches le soir et que tu n'arrives pas à dormir parce qu'il fait très chaud, c'est parce qu'il n'y a pas d'arbre dans ta maison. Et il faut se mettre en tête que c'est parce qu'il n'y a pas un arbre. Parce que si l'arbre rafraîchit le milieu, s'il y a un arbre, tu sors de la chambre, tu viens rester sous l'arbre. Ou bien, c'est ça, non? Oui. C'est vrai. Oui.
Alors, Donc, c'était chez donc ce vous, il faut bénéfice. commencer par dire aux gens, bon, on dit souvent que mais il faut commencer par dire aux propriétaires, moi je vais planter et quelqu'un d'autre va bénéficier. C'est ça. Moi, j'ai loué maison. Tu sais, j'avais travaillé au ministère des Finances, DGML. Hein? Donc, on loue les bâtiments pour l'administration. Oui. Il y a des Chinois qui étaient arrivés dans notre service et ils faisaient des bâtiments. On les a loués une maison à étage. Et 45 jours après, moi, j'étais parti, là, ils ont planté des tomates en partout. Parce qu'il faut vivre. Oui, C'est cher actuellement. Je suis locataire, je ne dois rien. Si vous voyez des locataires, vous leur dites de venir participer à la salubrité. Ils refusent, ils disent ah non, que moi je ne suis pas, je suis locataire. Non, c'est pas possible. Là où tu es, là où tu dors, là, c'est déjà chez toi. Si chacun peut mettre ça en tête, et je dois améliorer ça. Il y a des gens qui font 10 ans dans une maison. Oui. S'il n'y a pas un arbre dans la maison, il faut demander au propriétaire, est-ce qu'on peut en mettre un? Il y a des arbres. Je voudrais bien quand même poser une question avant qu'on ne passe à la pensée du jour très rapidement. C'est en dehors des arbres, beaucoup plantent aussi des fleurs. Est-ce que ça agit? Et tout ce qui est verdure, ça contribue aussi. à améliorer. Tout ce qui est verdure. On ne dit même pas fleurs, on dit plante ornementale. D'accord, plante ornementale. Oui, c'est ce que ça a donné comme plante, comme floraison, là, c'est fleurs. D'accord. C'est joli, là, on dit plante ornementale. D'accord. Merci beaucoup pour l'expression. Alors, la pensée de ce matin nous dit ceci: le changement climatique a un impact profond sur la survie et le développement de l'humanité. C'est un grand défi pour tous les pays. C'est une pensée de Hu Jintao. Le changement climatique a un impact profond sur la survie et le développement de l'humanité. C'est un grand défi pour tous les pays. Hu Jintao. Oui, c'est un grand défi. Et si on n'agit pas vite, c'est qu'à un moment donné, ça risque d'être compliqué. Parce que quand tu écoutes tout ce que les gens disent depuis la COP, ça ne promet rien. Ouais, les gens disent neutralité carbone. Un pays serait dit, moi, je vais atteindre la neutralité carbone en 2050, en 2060, en 2070. Je dis, mais il y a un problème. Normalement, je sors d'ici tout de suite. Tout ce qui contribue à la pollution, je dois prendre des... J'ai écouté le président français hier ou avant-hier. Lui tient à continuer par mettre en place le nucléaire, les réacteurs nucléaires. Alors, vraiment, dans ces conditions, on n'est pas sorti de l'auberge. Ici, ce que nous pouvons faire, parce qu'on n'y pense pas, j'ai l'impression, c'est un matin, les gens peuvent dire, bon, nous ne produisons plus de pétrole et autres, et puis il faut déjà commencer par réfléchir. Ce qui est faisable aujourd'hui, ce sont les énergies renouvelables, il faut développer ça. Nous avons le soleil, nous avons le vent, nous avons l'eau pour faire tourner les turbines et avoir l'énergie hydraulique. Tout ce que nous mangeons, ça ne sort pas énergie. Nos fesses, nos caca, là. On peut faire le biogaz. On fait le biogaz avec ça. C'est-à-dire, il faut travailler aujourd'hui pas pour les autres, pour que nous-mêmes, si un jour les gens envoient l'argent, on peut utiliser, mais s'ils n'envoient pas l'argent, qu'on puisse continuer pas vivre. Sainement surtout. Oui. Alors, nous sommes donc à la fin de ce plateau. Je voudrais vous permettre de dire un mot de fin pour notre agriculture face au changement climatique. Bon, je reviens à ce que Sewaya a dit, on ne va pas perdre espoir. On ne va pas perdre espoir, c'est de faire en sorte que les gens puissent mieux s'organiser et réorganiser notre agriculture, parce que nous devons aujourd'hui travailler pour faire face au changement climatique dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de l'eau, parce que l'eau, s'il y a changement climatique, on risque de manquer l'eau, parce que la nappe phréatique ne sera plus rechargée comme avant. On aura des problèmes dans le domaine agricole, on aura des problèmes dans tous les domaines, dans le domaine de la santé et tout. Donc nous devons commencer par nous préparer pour y faire face. La FISAC. Nous utilisons mal nos ressources ici au Bénin et aussi nous ne réfléchissons pas à contribuer au bien-être et au développement du Bénin
dans tous les secteurs. Donc il faut déjà commencer par réfléchir autrement, ne pas passer son temps à ne rien faire et chercher des moyens pour pouvoir valoriser ces ressources que nous avons. Bon, merci Nafisa Diane. Je dirais peut-être aux producteurs de s'adapter, de chercher à s'adapter aux nouvelles conditions de production et à pas cela demander à tout citoyen béninois autant que soit de penser à comment contribuer pour qu'il n'y ait pas, pour que le changement climatique s'améliore, pour qu'on ait quand même une amélioration. On n'en subisse pas trop les conséquences. Voilà. C'est vrai. Et moi, je vais passer un peu par la voie historique pour souligner à nos amis qui nous écoutent que le changement climatique, c'est prévisible. Donc, c'est pour cela que les anciens faisaient beaucoup de carrefours, mettaient beaucoup de carrefours. Et les stocks. Les anciens, pour identifier d'abord les essences forestières. Ceux qui ont identifié les essences forestières, ils sont au nombre de 3. La première personne, ce sont les chasseurs. Les chasseurs, quand ils voient un animal brouter, ils identifient, ils amènent ça à la maison. Seconde personne, les guérisseurs. Parce que tout ce que nous plantons dans la maison, ça doit jouer un rôle. Troisième maintenant, personne, c'est les chercheurs comme les Didier Mandafoumen. Non, mais c'est les communicateurs, quoi. C'est les communicateurs parce que les guérisseurs, par exemple, quand tu es malade, tu viens chez eux, ils font des rêves pour dire telle plante peut te traiter, ils font de la pour traiter, ils mettent ça dans la maison. Et se voient. Donc, il faut aussi les 3 catégories d'hommes qui ont identifié les plantes. Il y a les chasseurs, les guérisseurs et les chercheurs. Maintenant, les plantes ont été identifiées en tenant compte de 6 choses. Donc, on n'a jamais apporté une plante à la maison au hasard. Hein? Non. Première chose, quand ça donne des fruits, on peut manger. Deuxième chose, les feuilles là, quand tu tombes malade, je peux chercher ces feuilles pour me faire traiter. Troisième chose, ça a quelle vibration? Parce que la plante a des vibrations négatives et des vibrations positives. Quatrième chose, quand je plante l'arbre chez moi, ça peut attirer la pluie. Parce que les plantes attirent la pluie. Les feuilles tombent, ça enrichit le sol. Oui. Maintenant, cinquième chose là, il y a des plantes qui fixent le sol. Je viens de dire que quand il faut planter pour que l'eau qui tombe au nord là, puisse revenir. Voilà. Maintenant, c'est sixième chose naturellement ornementale. Et se voit. Donc, il n'y a jamais une plante qu'on a mis dans la maison pour rien. Et maintenant, en gros, ça attire la pluie et ça maintient le climat. Et c'est pour cela que le climat doit être amélioré en plantant les arbres. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci beaucoup Didier Mandafoumen. Je rappelle que vous êtes journaliste, expert en gestion des risques et catastrophes. Merci pour votre présence. Et pour les échanges, Diane Oniotier, merci. Nafisatou Hassani, merci également. Marc Sewaï, je rappelle que vous êtes ingénieur agronome. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour ce plateau de jeudi.